Professeur Sachs, Jeffrey, soyez le bienvenu dans notre programme. Merci pour votre temps. Allons droit au but. À quel point sommes-nous proches de la Troisième Guerre mondiale? Close, unfortunately, alarmingly, because we have Proche, malheureusement, et de manière alarmante. Nous avons des conflits dans 3 régions très sérieuses. Premièrement, la guerre chaude en Ukraine, qui a le potentiel d'une escalade massive. Deuxièmement, le conflit au Moyen-Orient, où Israël essaie de créer une guerre plus large pour entraîner les États-Unis dans une implication active. Troisièmement, le potentiel de guerre en Asie du Nord-Est, notamment autour de Taïwan, entre la Chine et les États-Unis. Pour moi, ce n'est pas une coïncidence que nous ayons ces 3 fronts. Je les attribue à l'agressivité de la politique étrangère des États-Unis. Je pense que c'est une agressivité presque délirante, motivée par une croyance en l'unipolarité et la domination de l'Amérique, ou un désir de maintenir une domination qui est inatteignable mais extraordinairement dangereuse si elle est poursuivie. À mon avis, les États-Unis ne sont pas par hasard une partie active de ces 3 fronts. Ils sont tous vus par les États-Unis comme un test de leur pouvoir, et c'est très dangereux. Et quelle est la raison plus profonde, la cause fondamentale derrière cela? Je veux dire, il y a des forces puissantes aux États-Unis qui plaident pour l'isolationnisme, des gens qui ne veulent pas de ces guerres. Ensuite, il y a les néoconservateurs et d'autres. Pourquoi cela se passe-t-il en ce moment? Quelle est la raison de ce comportement aux États-Unis? broadly speaking, the permanent state. De manière générale, l'État permanent, qui inclut le complexe militaro-industriel, la CIA et d'autres entités qui transcendent la politique visible, a été d'une persuasion expansionniste et néoconservatrice depuis la fin de l'Union soviétique. L'interprétation américaine en décembre 1991 était « Nous avons gagné, vous avez perdu, nous dirigeons maintenant le monde ». Cette idée est explicitement énoncée dans de nombreux documents officiels américains, qui affirment que les États-Unis maintiendront la primauté ou la domination totale. Cela signifie une domination économique, financière, technologique et militaire dans chaque région du monde, et la capacité de mener une guerre sur 2 ou 3 fronts. Cela s'est manifesté par un certain nombre de politiques très spécifiques dans la sphère européenne. In the European sphere, this manifested itself in the expansion of NATO. Cela s'est manifesté par l'expansion de l'OTAN après 1992. C'est ironique parce que l'OTAN, bien sûr, était une alliance militaire établie pour se défendre contre l'Union soviétique, qui a cessé d'exister en décembre 1991. Gorbatchev a explicitement dissous l'alliance du pacte de Varsovie en 1990. Gorbatchev a dit coopérons, faisons la paix. Les États-Unis ont dit « Oh, nous comprenons, nous avons gagné, vous avez perdu ». La différence de point de vue était que les États-Unis considéraient la Russie comme pathétique. La phrase constamment utilisée était « une station-service avec des armes nucléaires ». La Russie était vue comme pathétique et à genoux. Maintenant, nous pouvons étendre l'OTAN. Bien sûr, je pense que nous en avons parlé, et il devrait être largement compris que les États-Unis et l'Allemagne avaient explicitement promis à Gorbatchev et à Eltsine que l'OTAN ne se déplacerait pas d'un pouce vers l'Est en 1990. Si les gens pensent que c'est de la propagande pro-Poutine, ils devraient consulter ce qu'on appelle les archives de la sécurité nationale de l'Université George Washington pour obtenir toute la documentation. Cela a été répété maintes et maintes fois. Maintenant, voici ce qui s'est passé dans la sphère européenne. Étendre l'OTAN vers l'Est, sortir du traité sur les missiles antibalistiques et installer de nouveaux missiles antibalistiques en Europe centrale et orientale, notamment en Pologne et en Roumanie. Les États-Unis insistent sur le fait qu'ils peuvent aller où ils veulent dans cette alliance, jusqu'à et y compris la frontière Ukraine-Russie de 2100 km et la mer Noire orientale. À mon avis,
Il est stupéfiant d'on sait que la Géorgie est considérée comme un État nord-atlantique qui devrait être membre de l'OTAN. Is a North Atlantic state that should be a member of NATO. Now, in the Asia-Pacific region, Maintenant, dans la région Asie-Pacifique, cela préoccupait moins les décideurs politiques américains jusqu'à environ 2010. Les États-Unis pensaient simplement que la Chine était une collection de villages cultivant du riz, qu'elle était pauvre et qu'elle assemblerait des iPhones et d'autres produits américains, mais qu'elle n'avait aucune importance. Il a finalement été révélé à l'état de sécurité américain vers 2010 que la Chine devenait un grand succès économique et technologique. Mon point de vue en tant qu'économiste était que c'était un grand succès. Hurrah! Tant mieux pour le peuple chinois, tant mieux pour l'économie mondiale, tant mieux pour la prospérité mondiale. Mais d'un point de vue nous contre eux, que je ne partage pas avec l'état de sécurité américain, soudainement la Chine est devenue une menace grave. Of the US security state, suddenly China became a dire threat. And starting around 2014, a new doctrine. Et à partir de 2014, une nouvelle doctrine de confinement de la Chine a été adoptée par les autorités américaines. Cette politique s'est poursuivie sous les administrations Obama, Trump et Biden. Un point fondamental que je devrais mentionner est que bien que le discours se concentre souvent sur Trump contre Biden ou la politique partisane, ce que nous observons en Europe, au Moyen-Orient et en Asie de l'Est ne concerne pas la politique partisane. C'est une stratégie de l'État profond des États-Unis. C'est différent. D'ailleurs, ce n'est pas un discours de conspiration folle. Cela signifie simplement qu'il existe une stratégie nationale qui transcende une administration particulière. Nous avons des organisations, en particulier la CIA, la communauté du renseignement, le Pentagone et les contractants d'armement, qui ont un horizon temporel plus long qu'un cycle politique. Ces patchs intelligents japonais à 60 € prennent le monde d'assaut. Il suffit de les appliquer avant de se coucher et de se réveiller avec une sensation de fraîcheur et de clarté. Ils permettent d'éliminer des décennies de toxines et de produits chimiques qui se sont accumulés dans votre corps. L'histoire de ces patchs a commencé lorsque des recherches médicales récentes ont mis en évidence des centaines de nouvelles toxines des temps modernes. Contrairement aux toxines bien connues comme celles de la cigarette, ces microtoxines s'accumulent silencieusement dans votre système sanguin au fil des décennies et provoquent des effets secondaires nocifs tant qu'elles ne sont pas extraites de votre organisme. Ces effets secondaires comprennent une mauvaise concentration, une grande irritabilité, des problèmes de peau, de l'insomnie. Je viens d'avoir une conversation avec Matthias Döpfner. Il est le chef de la société Springer. Il est membre du conseil d'administration de Netflix. Il est le propriétaire de Politico. Ces journaux plaident fortement pour la résistance occidentale contre le despotisme oriental. Nous avons discuté de cet argument que vous entendez également en Suisse. Ils disent, eh bien, vous savez, la Chine est une menace. Ils contournent les règles de l'OMC. Nous avons la Russie, qui est une autocratie. Il y a un sentiment, et je pense que c'est un sentiment authentique parmi ces voix, que d'une manière ou d'une autre, notre mode de vie, notre démocratie est menacée. Par conséquent, nous devons contenir ces pays, ces puissances. Je suis sûr que vous êtes également confronté à cet argument. Que répondez-vous dans ce sens? Quelle est votre réponse à cela? Well, first of all, it's a meme or Eh bien, tout d'abord, c'est un thème qui remonte à Hérodote, lors des guerres gréco-perses. C'est un thème depuis Alexandre et les empires hellénistiques qu'il a créés. C'est un thème de l'Empire romain dans ses batailles avec les Parthes et les Perses qui ont duré plusieurs siècles. C'est un thème pendant les croisades contre les infidèles à l'Est. Cela faisait partie intégrante de la rhétorique de l'Empire britannique. C'était aussi un thème des Lumières, contrastant le despotisme asiatique avec les valeurs occidentales. C'est extraordinairement banal. C'est simpliste. Est-ce la paranoïa? C'est essentiellement de l'ignorance. Les gens devraient aller en Chine,
se faire des amis, avoir des étudiants chinois, aller à Moscou et visiter d'autres endroits dans le monde. Cette mentalité de « nous contre eux » est primitive. Peut-être que c'est un état psychologique de base. Les biologistes évolutionnistes pensent que parce que de petites bandes se faisaient concurrence pour les campements et les zones de cueillette, cette solidarité de groin héritée de l'autre côté sont devenus des thèmes fondamentaux. Mais le thème Est-Ouest a au moins 2400 ans. C'est un peu ennuyeux, et c'est une caractérisation tellement grossière. Et quand Biden est entré en fonction, il a commencé toute sa politique étrangère avec l'idée de démocratie contre autocratie. Je ne savais pas si je devais être choqué par la stupidité de cette idée ou par le danger de ce genre d'approche qui divise le monde. Il s'avère que c'est la seconde. Biden le pensait vraiment. Il divise absolument le monde. Il ne s'assoit pas pour avoir des conversations avec qui que ce soit. C'est « nous sommes formidables, ils sont mauvais ». Au fait, votre ami chez Springer, la Chine va vraiment mettre en danger le mode de vie américain. Allons, vous plaisantez? De quoi parlez-vous? Come on, are you kidding? What are you talking about? But is there a sense, I think... Y a-t-il un sentiment de crise identitaire ici en Occident? Nous avons cette philosophie woke qui remet tout en question, même la biologie. Ensuite, il y a ce genre d'absolutisme moral, non seulement dans les affaires étrangères, mais aussi dans les affaires intérieures, comme la culture de l'annulation. Cela pourrait être interprété comme des symptômes d'une grave crise identitaire, qui est en quelque sorte compensée par cette manière de voir le monde à la Dictator. Furthermore, je pense que c'est en fait quelque chose d'un peu différent de mon point de vue, bien qu'il y ait de nombreuses interprétations. En 1095, le pape Urbain a appelé à la première croisade. L'Europe était assez pathétique à cette époque. C'étaient des paysans en tant que serfs sur des fermes seigneuriales. Mais l'idée était une croisade contre l'infidèle et une reconquête de la Terre Sainte. Cela a commencé ce qui est devenu 1000 ans de suprématie occidentale. En regardant en arrière, l'idée était que l'Occident avait la philosophie morale et religieuse dominante et devait diriger le monde. La croisade est devenue non seulement une série de guerres littérales, mais aussi une idée de l'Occident répandant les valeurs et la domination occidentale, quelles que soient ces valeurs. Western values, Western dominance, whatever those values were, African slavery, conquest, empire, whatever. L'esclavage africain, la conquête, l'empire, et ainsi de suite. Puis, bien sûr, la phase suivante a été les voyages de Colomb et de Vasco de Gama. Adam Smith, écrivant 275 ans après cela, a dit que ceux-ci étaient les deux éléments déterminants du monde parce qu'il est devenu un monde interconnecté, mais dirigé par l'Occident. Ensuite, avec l'industrialisation du 19e siècle et la montée du darwinisme, surtout tel qu'interprété par les darwinistes sociaux, l'idée a émergé que l'Europe était supérieure en puissance et en valeur. Cela a évolué vers la croyance que l'Europe était probablement supérieure en génétique, une notion qui a gagné du terrain avec l'avènement de la théorie de l'évolution et de la génétique au début du XXe siècle. Alors, diriez-vous qu'il s'agit d'une sorte de complexe de supériorité qui est encore répandu en Occident? Oui, mais avec un défaut majeur. C'est tellement arrogant. Maintenant, nous vivons dans un monde multipolaire. Le grand tour de force du protestantisme a été d'apprendre aux gens à lire. L'alphabétisation est arrivée tôt dans le nord de l'Europe, ce qui représentait un énorme avantage économique. Probablement le développement le plus significatif a été l'imprimerie, et Martin Luther disant « Lisez la Bible par vous-même » et Jean Calvin disant « Lisez la Bible ». Soudainement, il y avait de l'alphabétisation. Le reste du monde était essentiellement analphabète, tandis qu'une partie du monde devenait alphabétisée.
Puis ils ont dit, nous sommes alphabétisés, nous avons une technologie avancée, nous sommes supérieurs, oh nous sommes génétiquement supérieurs, oh nous sommes racialement supérieurs. Cela est devenu l'idée dominante. Maintenant, tout cela était une sorte de non-sens cruel, même en termes historiques, car d'autres grandes civilisations existent depuis 3000 ans également. Elles pourraient dire, désolé de vous le dire, mais nous sommes vraiment supérieurs maintenant. À un moment où les États-Unis n'arrivent pas à imposer leur volonté en Ukraine, à Taïwan ou au Moyen-Orient, les Arabes se sont réveillés. Ils ont été manipulés par l'Empire britannique. Les Français et l'Empire américain pendant 100 ans. Ils disent maintenant, stop, plus jamais. Ne nous manipulez plus. Ce qui se passe, c'est que 1000 ans, ou on pourrait dire depuis Hérodote, mais essentiellement 1500 ou 200 ans selon la date que vous choisissez, de supériorité européenne perçue, sont remis en question. Comme l'a dit votre homologue Springer, il s'agit des valeurs occidentales. Ce n'est pas seulement une question d'avoir nos valeurs, il s'agit d'exprimer notre supériorité perçue. Cela est remis en question de manière compréhensible et appropriée par le fait qu'il y a d'autres personnes dans le monde. Lorsque je fais le compte de la population, les États-Unis ont 335 millions de personnes. L'Union européenne a 450 millions de personnes. Ajoutez la Suisse, la Norvège et la Grande-Bretagne, et vous obtenez peut-être 900 millions de personnes. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter le Japon, la Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Peut-être alors atteignez-vous 1 milliard de personnes. Cela représente 12,5% de la population mondiale. Allons-nous vraiment diriger le monde? Allons. Pourquoi tout le monde parle-t-il de ce nouveau dispositif anti-moustique? Parce qu'il est capable de tuer tous les moustiques et toutes les Let's talk about the Ukraine for a moment. Parlons de l'Ukraine un instant. Je veux dire, le danger de toute la situation. L'Occident est en train d'escalader. C'est comme faire bouillir la grenouille. Ils permettent aux Ukrainiens d'utiliser des armes occidentales pour attaquer des cibles en Russie. Qu'en pensez-vous? Où se trouve la ligne rouge de Vladimir Poutine? Where is the red line of Vladimir Putin? Eh bien, la ligne rouge est une menace stratégique, et le président Poutine a été très explicite à ce sujet la semaine dernière. Il a dit que si nous avons des missiles à longue portée qui arrivent et frappent à l'intérieur de la Russie, cela signifie une surveillance spatiale occidentale et une programmation occidentale de ces missiles. Cela signifie essentiellement une attaque des États-Unis contre la Russie. Si ce sont les Ukrainiens qui envoient des drones, nous n'aimons pas ça et nous allons riposter. Mais si ce sont les États-Unis qui utilisent leur technologie spatiale et leur technologie numérique avancée pour attaquer avec des missiles ou des missiles Taurus, c'est la même chose. C'est la technologie de l'Alliance occidentale qui est stratégique et menace une attaque nucléaire de première frappe. C'est une ligne rouge pour nous. Le président Poutine n'était pas vague à ce sujet et l'a expliqué de manière très explicite et formelle. Si vous avez besoin de programmation depuis des satellites, si vous essayez de neutraliser nos systèmes d'alerte précoce, il y a eu 2 attaques contre le radar russe qui sont explicites. Maintenant, je pense que la clé pour l'Occident, soi-disant, et l'Occident n'est qu'un très petit groupe de personnes. Nous ne parlons pas du public. Mais ce que le public doit comprendre, et ce que l'Occident doit comprendre, et ce que nos dirigeants doivent comprendre, c'est que les dirigeants ukrainiens n'auront aucun contrôle sur eux-mêmes. Pour eux, frapper n'importe où pourrait escalader en 3e guerre mondiale. Pour eux, cela a du sens. C'est aussi vrai pour les États baltes. Je veux dire, c'est pas vraiment vrai, mais c'est ainsi que ces dirigeants pensent. It's not really true, but that's how these leaders think. Raise any level of rhetoric. Augmentez n'importe quel niveau de rhétorique. Soyez aussi odieux que possible. Par exemple,
les dirigeants estoniens disent que la Russie devrait devenir des États plus petits, ou le dirigeant letton dit que la Russie doit être vaincue. Vous plaisantez? Mais pourquoi disent-ils cela? Parce qu'ils veulent entraîner les États-Unis dans un conflit plus large pour vaincre la Russie. C'est complètement imprudent. Le fait est que ces pays n'ont aucun contrôle de soi. C'est comme Israël aussi. Ils ne se limiteront jamais eux-mêmes parce qu'ils pensent qu'ils peuvent provoquer les États-Unis à les soutenir avec un arsenal nucléaire complet. Mais c'est une sorte de folie. C'est pourquoi le rôle du président des États-Unis est si essentiel. Le rôle du président des États-Unis est de mettre un pied sur les freins. C'est le rôle. La situation est-elle plus dangereuse maintenant qu'elle ne l'était pendant la crise des missiles de Cuba en 1962? Cela approche de la comparabilité. Je dirais que pendant cette crise, c'était le sommet du risque nucléaire que nous ayons jamais eu. Les gens ne connaissent pas l'histoire en général, mais même après que Kennedy et Khrouchtchev aient négocié une issue pacifique qui a sauvé le monde, un sous-marin nucléaire en panne a failli lancer une torpille à tête nucléaire. Cela aurait pu mener à une guerre nucléaire, même sans que les dirigeants des deux pays ne la provoquent ou ne l'approuvent. Vous voyez, nous vivons dans un monde avec des forces de terrain, des commandants de terrain, des généraux et des têtes brûlées. Il y a toutes sortes de personnes dans ce monde. Nous devons rester loin des lignes rouges des autres. C'est le point principal. C'est la vocation parfaite pour l'Ukraine. Être neutre, rester en sécurité et maintenir les États-Unis et la Russie à l'écart l'un de l'autre. Bien sûr, les États-Unis détestent l'idée de neutralité. C'est le problème de base. Les États-Unis disent que vous êtes soit avec nous, soit contre nous. Toute l'idée de neutralité est contraire à la doctrine américaine. Mais comment expliquez-vous le comportement des Européens? Je parle à beaucoup de politiciens et d'anciens politiciens, et ils sont fous. Ils disent qu'ils ne peuvent pas y croire. L'Europe sera le champ de bataille de cette confrontation. L'Europe a été complètement détruite 2 fois au cours du siècle dernier. D'abord politiquement, puis réellement après la Seconde Guerre mondiale. Nous n'avons pas besoin de revenir là-dessus. Comment expliquez-vous le comportement des puissances européennes, comme la France, l'Allemagne et Bruxelles? Elles sont totalement alignées sur la politique étrangère américaine. Que se passe-t-il en Europe? C'est tellement intéressant. Tout d'abord, lorsque Tucker Carlson a eu son entretien avec le président Poutine, Poutine a dit « Je ne comprends pas les Allemands ». D'accord, s'il ne comprend pas les Allemands, qui peut les comprendre dans ce cas? Il y a un mystère là-dedans qui n'est pas seulement le mien. Maintenant, quand je dis dans les discussions que je suis un peu mystifié par le manque de discussions intelligentes, de débats et de compréhension en Europe, et par le fait qu'il soit dirigé par ce que je sais être une politique étrangère américaine imprudente et ignorante, je reçois beaucoup de courriers. J'en ai reçu un ce matin d'un universitaire en Europe qui a dit « Monsieur Sachs, je vous le dis, j'ai grandi dans le système universitaire en Europe. I grew up in the university system in Europe. You could not say a word against the US. » Vous ne pouviez pas dire un mot contre les États-Unis. Il n'y a pas de discussion ouverte. Alors ne vous attendez à rien d'ici. Puis j'entends d'autres qui disent « Monsieur Sachs, vous êtes très naïf. Vous savez, il y a beaucoup d'argent en jeu venant des États-Unis, du complexe militaro-industriel. Les bases militaires en Europe signifient qu'elles sont encore essentiellement des pays occupés. Donc, les gens proposent beaucoup de théories qui aboutissent essentiellement à la conclusion que les États-Unis ont beaucoup de contrôle. Je pense qu'il y a une chose que nous devrions comprendre. Bien sûr, je ne le comprends pas entièrement parce que, par conception, c'est caché. Mais les services de renseignement jouent un rôle énorme dans la politique étrangère. Énorme.
La CIA n'est pas seulement une agence de renseignement. The CIA is not an intelligence agency. It is probably the most important foreign policy. C'est probablement l'institution de politique étrangère la plus importante aux États-Unis. C'est à la fois une armée et un décideur en matière de politique étrangère. Lorsque le Congrès vote pour plus d'aide à l'Ukraine, c'est le directeur de la CIA qui explique les faits au président de la Chambre des représentants. Lorsque vous regardez une réunion dans la salle de situation à la Maison-Blanche, comme il y a eu une réunion récente, vous voyez Burns parler. Il est le directeur de la CIA et le président des États-Unis écoute. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Lorsque Israël et le Hamas sont censés négocier un cessez-le-feu et la libération d'otages, qui vient des États-Unis? Pas Blinken, mais Burns, le directeur de la CIA. Who goes from the US? Not Blinken, but Burns, the CIA. Who is most influential? Qui est le plus influent en Allemagne en matière de politique étrangère? Est-ce le BND? Est-ce les services secrets en Grande-Bretagne? N'est-ce pas le MI6 qui joue un rôle énorme? Nous savons qu'après la Seconde Guerre mondiale, un réseau a été mis en place parmi ces services de renseignement qui comprenait des armées privées ou des armées essentiellement de la direction en dehors du contrôle parlementaire. Je ne veux pas exagérer, mais une grande partie de la politique étrangère est menée secrètement. Très peu est transparent. Je connais beaucoup mieux la scène américaine que celle de l'Europe. Mais je crois qu'une partie du problème ici est qu'il y a une politique étrangère cachée qui accompagne la politique étrangère publique. Pourquoi tout le monde parle-t-il de cette nouvelle lampe anti-moustique puissante? Parce qu'elle peut tuer tous les moustiques de la zone en quelques secondes seulement. L'industrie pharmaceutique tente de la rendre illégale. And there is another problem just listening to you. Et il y a un autre problème, juste en vous écoutant. C'est le résultat de la négligence totale des forces armées en Europe. De nombreux politiciens commencent à réaliser qu'ils n'ont rien. Ils ont toujours compté sur les États-Unis pour envoyer de l'aide si les choses devenaient difficiles. Maintenant, ils n'ont rien entre les mains, donc ils sont totalement impuissants. Il est vraiment intéressant de constater qu'au cours des 20 dernières années, la souveraineté de l'Europe a énormément décliné. Si vous pensez à la guerre en Irak, l'Allemagne et la France avaient encore le courage et la détermination de dire non, nous ne participerons pas. Maintenant, c'est totalement disparu. Mais c'est tellement vrai et tellement étrange. Je veux dire, von der Leyen est comme une employée des États-Unis. Vous savez, elle ne dirait pas un mot. Je le sais, j'ai vu une partie de cela de l'intérieur. C'est incroyable. C'est comme une filiale à part entière des États-Unis. Fait intéressant, je suis complètement d'accord avec Macron que l'Europe a besoin d'une autonomie stratégique. Mais maintenant, il fait le contraire. Men het zoiets we laden als je de vrij next, but listen om alle voorstrapes. Cette improvisation. Mais j'ai eu une discussion avec certaines personnes impliquées dans la construction des pipelines Nord Stream en Allemagne, y compris des politiciens et des ambassadeurs. Il y a une chose qui m'intrigue. Quelle est votre opinion? Si vous le regardez du point de vue de l'intérêt national des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, ils ont combattu la guerre. Ils ont été ici, ils ont leurs troupes ici, ils ont leurs ambassades ici, et maintenant Kemsrang se rapproche de l'ANU. Il y avait cette immense lune de miel en 2000, 2008 et 2010 entre Poutine et Schröder, qui étaient de proches amis. Il y avait les lignes énergétiques, et j'ai commencé à penser aux États-Unis. Comment voient-ils cela? L'Allemagne, cette riche mariée, dérive vers l'Est. C'est un intérêt géopolitique froid. Les Américains ne veulent pas que la Russie et l'Allemagne soient ensemble, parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Ils ne veulent pas que l'Europe glisse sous le contrôle de la Russie. Alors, n'y a-t-il pas une certaine rationalité du côté de l'agressivité américaine dans ce sens?
rationality on the side of the American aggressiveness in that sense. I think that this is exactly right. Je pense que c'est tout à fait correct. L'idée que l'Allemagne et la Russie soient proches va à l'encontre de la politique étrangère des États-Unis telle que perçue par l'État de sécurité. C'est très intéressant. J'étais conseiller de Gorbatchev et de Eltsine, et mon point de vue était qu'en tant que conseiller, je voulais voir une économie forte en Union soviétique et une économie forte en Russie, tout comme je veux une économie forte en Chine, parce que je n'ai pas une mentalité de nous contre eux. Je veux que les gens aient une vie décente. Je me souviens très bien de 1991-92. L'Union soviétique avait été coupée de la technologie occidentale pendant des décennies en raison de la politique de confinement. Je pensais que la véritable opportunité ici était que l'Allemagne et la Russie unissent leurs forces pour aider à reconstruire une grande partie de la base industrielle. Joining forces to help rebuild a lot of the industrial base. You have great scientists, engineers in Russia. This is wonderful. That's what Vous avez de grands scientifiques et ingénieurs en Russie. C'est merveilleux. C'est ce que je voulais très explicitement. C'est la manière naturelle dont cette région économique fonctionnerait. Mettre une frontière est complètement contraire aux intérêts économiques et à la sécurité. Mais c'est l'idée des États-Unis. Donc cela revient au mystère, comment l'Allemagne se laisse-t-elle autant suborner dans cette affaire? L'Allemagne ne cherchait pas à se connecter avec la Russie pour conquérir le monde. Elle cherchait des relations économiques naturelles. Nous appelons cela le modèle de gravité en économie, où vous commercez avec vos voisins. We call it the gravity model, by the way, in economics, that you trade with your neighbors. And who is the American politician who would accept Qui est le politicien américain qui accepterait ce développement naturel? On pourrait soutenir que l'Europe, sauf au début de la Seconde Guerre mondiale, a toujours été mieux lotie lorsque l'Allemagne et la Russie avaient une bonne coopération. En 1939, ce n'était pas le cas lorsque Hitler et Staline ont conclu leur pacte, ce qui a été un énorme drame. Mais y a-t-il des politiciens américains qui accepteraient que l'Allemagne et la Russie, ou l'Europe et la Russie, aient une meilleure relation non dominée par les États-Unis? Y a-t-il des politiciens aux États-Unis qui accepteraient cela, ou est-ce totalement contraire à tout? Non, ce n'est même pas une question de discussion ou de discours, parce que les États-Unis sont très étroits d'esprit. Ils ont été flattés en 1941 lorsque Henry Luce, l'éditeur de Time, a dit « C'est le siècle américain ». Oh, les Américains ont adoré cette phrase. C'est notre tour de diriger le monde. Et nous sommes essentiellement encore dans cet état d'esprit. Donc la doctrine américaine, ou la grande stratégie, si vous voulez utiliser cette expression, est la domination totale des États-Unis dans chaque région du monde, y compris l'Europe, et une coopération économique étroite entre l'Allemagne et la Russie est en fait contre cela. Et donc, Nord Stream était le grand épouvantail de la politique américaine tout au long des années 2010. Lorsqu'il a été détruit, c'était l'événement le plus prévisible imaginable, parce que les États-Unis avaient dit, pendant une décennie, « Nous ne le laisserons jamais se produire. Nous ne le laisserons jamais se produire. Nous ne le laisserons jamais se produire. » Donc ce que vous dites est absolument correct, mais nous n'atteignons même pas ce niveau de sophistication dans la politique américaine pour être explicitement conscient que c'est une question discutable. La seule question discutable est la domination totale des États-Unis. Dernier point. Je sais que vous devez vous dépêcher. Nous avons cette conférence en Suisse. Notre journal, Weltwoche, est très seul à critiquer cette conférence très unilatérale au centre de la Suisse, sans la participation de la Russie. Ils n'ont pas été invités, et ils ont également décliné. Probablement, notre gouvernement va étendre une invitation officielle à la Russie, juste au moment où nous enregistrons ceci. Mais c'est beaucoup trop tard et totalement maladroit. Que pensez-vous de cette conférence? Vous en avez entendu parler.
Est-ce bien ou totalement mauvais? Est-ce destructeur pour la Suisse, qui est perçue comme n'étant pas neutre? Quelle est votre opinion à ce sujet? Not being neutral. What's your take on that? It's a joke. How could a serious C'est une blague. Comment un pays sérieux comme la Suisse pourrait-il tomber dans une telle stupidité? Ce n'est pas une conférence de paix, c'est une blague. Une conférence de paix impliquerait que Biden et Poutine se parlent. Allons, c'est un jeu, et c'est un jeu raté. Le monde entier a dit que c'était ridicule. Alors pourquoi un pays sérieux comme la Suisse se lancerait-il dans une entreprise aussi peu sérieuse? Je ne sais vraiment pas. La Suisse a de meilleures choses à faire de son temps et elle devrait être un pays sérieux. Et c'est un pays sérieux. D'ailleurs, elle a montré ce que la neutralité peut faire et comment elle peut accueillir correctement des institutions et être sérieuse. Mais ceci n'est pas une activité sérieuse du début à la fin. Jeffrey, professeur Sachs, merci beaucoup pour la conversation. Passez une excellente journée et espérons le meilleur. for the best.